Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le 7-8, nous sommes le jeudi 18 janvier, voici le programme de ce soir. Ce matin, nous nous sommes réveillés sous un beau paysage enneigé. Il est tombé entre 3 et 5 cm de neige dans les Yvelines. L'alerte orange a été levée ce matin, mais cet épisode a provoqué de fortes complications dans les transports en commun. Vous étiez nombreux à être bloqués. Et avec le froid actuel, William Martinet, député LFI de la 11e circonscription des Yvelines, a décidé de dormir dehors pour alerter sur la situation des sans-abri. Il exige la réquisition des logements vacants. Le jeudi, comme d'habitude, nous vous donnerons nos idées de sortie pour le week-end. Au programme de ce soir, les nuits de la lecture, une exposition d'art ou encore un concert. Nous partirons également à Mantes-la-Jolie. Jusqu'au 10 février, la ville s'illumine à la tombée de la nuit. Sans oublier l'invité du 7-8 en deuxième partie d'émission. Au mois de janvier, les maires de Saint-Quentin en Yvelines viennent présenter les projets de l'année 2024 dans leur commune. Ce soir, Joséphine Coleman-Berger, maire de Plaisir, sera avec nous. Mais tout de suite, on va revenir sur cet épisode neigeux dans les Yvelines suite aux chutes de neige de la nuit dernière. C'était de nouveau la pagaille dans les transports en commun. Le reportage d'Aurélie Lafay, Patrick Jacques de Dixmude et Clara de Frutos. Ce jeudi matin, les transports en commun tournaient au ralenti dans les Yvelines en raison des conditions météorologiques. À Houdan, en pleine heure de pointe, de nombreux Yvelinois étaient bloqués à la gare, faute de train. Les lignes N et U étaient à l'arrêt jusqu'à 13h, avant une reprise progressive. J'ai appris qu'il n'y avait pas de train en regardant sur Citymapper. J'avais pas fait attention hier, je pensais pas que ça allait être aussi catastrophique. Et du coup, je vais arriver 1h30 en retard au travail. Direction la maison. Il n'y a pas d'autre solution. J'estime de rentrer à la maison, c'est une journée perdue. Même pagaille pour les lignes L, J et le RERC. C'était aussi compliqué côté bus. De nombreuses lignes étaient fortement perturbées, notamment sur le réseau Grand Versailles. À midi, la situation n'était toujours pas revenue à la normale à la gare de Saint-Quentin en Yvelines. Depuis 6h du matin, je suis là. On nous a dit qu'il y aura des trains à partir de 10h. Je suis rentrée, je suis revenue. À 10h, on nous dit que ça sera pour midi. Bon, je suis là pour midi, j'attends de voir. Parce qu'il n'y a rien du tout. C'est galère, on a dû prendre un Uber pour arriver jusqu'ici. Sur les principaux axes routiers, les chutes de neige ont été anticipées, contrairement à la semaine dernière. Les routes étaient dégagées et sur l'A12 et la 13, les poids lourds n'ont pas eu le droit de circuler jusqu'à 10h. La circulation était en revanche plus compliquée sur les réseaux secondaires. On traite en priorité les axes principaux. Donc sur le réseau secondaire, il y a des endroits où effectivement la géographie, les routes sont structurellement en pente et donc elles sont difficiles à traiter même en journée. Donc il faudra évidemment être prudent ce soir pour ceux qui rentrent sur ces secteurs moins urbanisés des Yvelines. Depuis 10h ce jeudi, la vigilance orange est levée dans les Yvelines. La nuit prochaine, aucune chute de neige n'est prévue. Mais la prudence reste de mise, car il va continuer à faire très froid. Si vous souhaitez rester informé sur les interventions des saleuses, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a mis en place un service hivernal, service SMS. Allez, c'est l'heure à présent de faire le point sur les informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Gabrielle Gontier, bonsoir. Bonsoir. On commence avec cette période de grand froid, un député des Yvelines qui alerte sur la situation des sans-abri. Oui Mathilde, il s'agit de William Martinet, député La France Insoumise de la 11e circonscription. Depuis 2 nuits, il dort avec d'autres parlementaires LFI dans la rue à Paris, sous une tente de l'association Droit au logement. Le campement est installé à l'entrée du métro Solferino dans le 7e arrondissement. L'objectif de cette action qui va durer plusieurs jours, dénoncer le nombre de logements vacants, apporter son soutien aux sans-abri et parler de leurs problématiques. En 2022, Mathilde, 624 sans-abri sont morts en France. William Martinet revient sur sa dernière nuit, interrogé par Grégory Canali. Passer une nuit sous une tente, c'est forcément difficile, surtout avec les températures actuelles, avec la neige qui est tombée ce matin. Bon, évidemment, moi, ma situation n'a rien à voir avec celle d'une personne sans abri. Voilà. Je sais que ça ne durera que quelques jours. Je sais que j'ai un bureau bien chauffé qui m'attend après la nuit que j'ai passée dehors. La pire des choses qui existent, c'est l'invisibilisation.
Les sans-abri sont chassés des beaux quartiers, chassés des centres-villes. Ils sont même là avec les Jeux Olympiques de plus en plus chassés de la banlieue. Bref, ils vivent leur misère isolés dans leur coin. Et nous, ce que nous voulons faire avec cette démarche, c'est bousculer les consciences, c'est mobiliser les gens et leur dire il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui, dans la 7e puissance économique du monde, on ait encore des gens qui meurent de froid dans la rue parce que malheureusement, c'est ce qui se passe depuis plusieurs jours. On poursuit ces informations avec une grosse coupure de courant qui a impacté les Yvelinois. Oui, elle s'est produite la nuit dernière aux alentours de minuit et a touché les habitants de Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt, Saint-Cyr-l'École, Bois d'Arcy et Fontenay-le-Fleury. Sur X, ex-Twitter, plusieurs personnes ont d'ailleurs signalé cet incident. Un incident technique qui n'a aucun lien avec le froid et la neige selon Enedis. Il est survenu au poste de distribution d'électricité publique situé à Guyancourt. Au plus fort de l'incident, 53 000 clients ont été privés d'électricité. Les équipes d'Enedis sont intervenues toute la nuit. Le retour à la normale est intervenu vers 4h45 ce matin. Ça y est, Gabriel, les inscriptions sont ouvertes sur Parcoursup et ça tombe bien car un événement sur l'orientation arrive pour les Yvelinois. Oui, depuis hier, les lycéens, apprentis ou étudiants en réorientation peuvent créer leur dossier sur la plateforme. Ils ont jusqu'au 14 mars pour formuler leurs vœux d'orientation dans l'enseignement supérieur. 23 000 formations sont disponibles sur Parcoursup. Et si l'orientation vous stresse, pas de panique, le salon de l'étudiant en Yvelines est là pour vous aider. Rendez-vous samedi de 10h à 18h au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Sur place, vous pourrez découvrir de nombreuses formations, parler avec des étudiants, glaner quelques conseils et obtenir des informations. C'est gratuit, mais vous devez vous inscrire sur le site l'étudiant.fr. Un QR code d'accès au salon vous sera envoyé. Et pour terminer, Gabriel, vous nous emmenez à Versailles. Oui, au château de Versailles même, qui était, vous le voyez sur les images sous la neige ce jeudi, des magnifiques images dont on ne se lasse jamais. Mais le plus intéressant, Mathilde, se passait à l'intérieur. Près de 200 jeunes franciliens y étaient réunis pour la finale École des petits champions de la lecture. Ce concours récompense l'éloquence pour ce faire. Les enfants lisent un extrait de 3 minutes d'un livre de leur choix devant un jury. Le but, transmettre l'amour de la lecture. Il s'agissait là de la première étape. La finale nationale des petits champions de la lecture est programmée le 26 juin prochain à la Comédie Française. On suivra ça. On reviendra sur ce concours la semaine prochaine dans le 7-8. Merci beaucoup Gabriel Gontier pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une image ou une actualité qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Allez, on ouvre une page loisirs à présent. Et on ouvre cette page loisirs avec vos idées de sortie pour ce week-end. Gabriel, on commence avec un événement, les Nuits de la lecture qui font leur grand retour. Oui, avis aux grands lecteurs ou aux amateurs, les Nuits de la lecture font leur grand retour dans les médiathèques du territoire organisées par le Centre national du livre. Cette année, l'édition s'articule autour du thème du corps pour faire écho bien sûr aux Jeux Olympiques. Pour l'occasion, des soirées spéciales sont prévues dans plusieurs lieux culturels au programme concerts littéraires, conférences, mais aussi ateliers débats. Tout ça autour de la lecture. Marion Vaillant, responsable de la bibliothèque Albert Camus de Saint-Cyr-l'École, nous parle de l'événement. Tous les ans, le ministère de la Culture prévoit les nuits de la lecture en bibliothèque. Alors, il n'y a pas que les bibliothèques, il y a les librairies, il y a certains musées, les archives. Et c'est un moment dédié à la lecture et surtout à la lecture publique. La nuit de la lecture, c'est un moment aussi où on va combler les envies de certains lecteurs qui sont très friands de ce genre d'animation vraiment dans la localité, de proximité. Ce qui est pour nous très important parce qu'on a une bibliothèque de proximité. Alors le vendredi, on va faire une vraie nuit parce qu'on va fermer à 22h. On va proposer une soirée jeux de société. Parce que nous avons une ludothèque à la bibliothèque. Et donc on va présenter des petits jeux familiaux, des petits jeux aussi d'ambiance, des nouveautés. Et le samedi, ce sera plus une journée familiale, aux horaires de d'habitude, 10h, 18h, où là on va proposer des rendez-vous comptes le matin, 3-6 ans à peu près, et un atelier d'écriture.
autour du cheval, puisqu'on a décidé de travailler l'équitation. Et à Saint-Quentin, en Yvelines aussi, vous avez des rendez-vous qui sont proposés. Rendez-vous sur le site immédiathèque.sky.fr pour découvrir le programme. On poursuit vos idées de sortie, Gabrielle, avec une exposition temporaire au musée Lambinet de Versailles. Oui, jusqu'au 25 février, le musée Lambinet rend hommage au peintre Alexandre Jean Dubois Draonnet. Inconnu du grand public, le musée a pu mettre à l'honneur les toiles de l'artiste grâce à une 60aine de prêts de musées français et internationaux. L'occasion pour les visiteurs de découvrir les œuvres de ce portraitiste dont les liens avec Versailles sont importants, car c'est dans la commune que le peintre a débuté sa carrière en y installant son atelier. Parmi ses œuvres, de nombreux portraits de militaires, de personnalités artistiques ou encore d'habitants, des œuvres qui regorgent de richesses et d'informations sur l'histoire de Versailles. Un week-end placé sous le signe de la culture, mais aussi du sport, avec une course à ne pas louper. Oui, à ne pas louper, je dirais même insolite. Ce dimanche a lieu la 4e édition de la Thoiry Morning Wild Race au zoo de Thoiry. Plusieurs départs de courses sont proposés toute la matinée. Alors malheureusement, Mathilde, pour vous, les inscriptions sont closes, mais vous pouvez profiter du spectacle en allant soutenir les coureurs. Tout ça dans un cadre féerique, puisque le tracé de la course passe au travers des illuminations et du zoo, de quoi réchauffer un petit peu les visiteurs du zoo ce week-end. Et pour se réchauffer, Gabrielle, vous nous proposez également un concert à Carrières-sous-Poissy. Oui, et pour cause, la musique va résonner vendredi soir au château éphémère de Carrières-sous-Poissy. Dès 19h, le château accueillera concert DJ, mais aussi installation visuelle pour une soirée festive. Parmi les artistes, Axel Rigaud, on écoute un extrait. Pour assister au concert, rendez-vous sur le site du château éphémère. Et à Guyancourt, le week-end sera aussi festif avec les soirées studio en scène qui font leur retour. Oui, et pour l'occasion, la batterie présente 3 pépites musicales pop-rock sorties tout droit de leur studio, Otage, Knock Me Out ou encore Grace and the GBs. Le but de cette soirée, faire découvrir les artistes du territoire et faire rencontrer les musiciens et leur public. Bien, merci beaucoup, Gabrielle. Moi aussi, j'ai une idée de sortie à vous proposer. Elle se trouve un peu plus loin, à Mantes-la-Jolie. Jusqu'au 10 février, la mairie vous propose de redécouvrir le patrimoine de la ville à la nuit tombée. Des installations lumineuses jalonnent le centre-ville. Hôtel de ville, collégiale Notre-Dame ou encore tour Saint-Maclou. L'objectif, apporter un autre regard sur la commune. C'est le reportage de Julien Leroy. Un faisceau de lumière transperce le ciel. Depuis le 16 décembre, les lueurs demandent proposent aux visiteurs d'observer le centre-ville de Mantes-la-Jolie sous un autre regard. Collégiale, tour Saint-Maclou ou place du marché au blé, une déambulation gratuite. Les lieux emblématiques sont mis en avant grâce à des scénographies lumineuses et des œuvres d'art numériques. Déjà, faire connaître notre ville, parce qu'elle est méconnue ou avec une certaine image qui n'est pas forcément la seule qu'on peut avoir de notre ville. On a un patrimoine culturel qui est très très riche et donc de les mettre en lumière, ça permettait à des gens qui ne se seraient pas venus autrement de venir les découvrir. 10 artistes ont travaillé sur les 7 œuvres de cet événement. Projection laser sur les monuments ou réalisation pour sensibiliser le public. Les colosses de Vincent Loubert questionnent sur la responsabilité de l'homme face à son environnement, une métaphore de son désir à vouloir dompter les éléments, des créations qui intéressent le visiteur au-delà des frontières de la commune. On a même eu des Lillois qui sont passés à Mantes. Rien que sur le mois de décembre, sur la dernière quinzaine de décembre, par rapport à l'année dernière, on a eu une augmentation de fréquentation de la ville de 13%. C'est une super animation, ça met de la vie dans la ville. Et puis les idées sont super chouettes, mettre en valeur des sportifs montais. Franchement, non, c'est vachement bien.
Année olympique oblige, 12 portraits sont projetés sur les murs du centre-ville pour rendre hommage au sport local. Les lueurs de Mende se termineront le 10 février prochain avec un spectacle éblouissant. 200 drones illumineront le ciel mentais. Et c'est bientôt l'heure de l'invité du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain et de ce week-end. Demain matin, il fera beau, mais il fera froid dans les Yvelines. Comptez jusqu'à -5 degrés à Mantes-la-Jolie, -4 à Houdan et -3 à Rambouillet et Versailles. L'après-midi, le ciel sera toujours aussi bleu sur l'ensemble du département. Au niveau des températures, ça ne sera plus dans le négatif, mais couvrez-vous bien quand même puisqu'il fera en moyenne 1 à 2 degrés. Pour les prévisions météo de ce week-end, vous pourrez profiter d'une belle journée ensoleillée samedi, mais là encore, il fera très froid jusqu'à -6 degrés le matin et environ 2 degrés l'après-midi. Dimanche, le ciel se couvre de nuages, mais les températures remontent un petit peu. Il fera entre 0 et 2 degrés le matin et environ 6 à 7 degrés l'après-midi. C'est l'heure à présent de passer à l'invité du 7-8. Et ce soir, nous sommes avec la mère de Plaisir, Joséphine Coleman-Berger. Bonsoir. Bonsoir. Bonne année 2024. Merci, mes meilleurs vœux également. Merci beaucoup, bonne année aussi à tous les habitants de Plaisir. Alors tout d'abord, Joséphine Coleman-Berger, que retenez-vous de l'année 2023 dans vos vœux? Vous avez dit que c'était une année pleine de rebondissements. Oui, pleine de rebondissements, d'abord parce qu'il y a eu énormément de projets qui ont été, je dirais, en aboutissement sur cette année. Puis c'est une année de mi-mandat, donc on a pu faire vraiment un bilan de tout ce que nous avons fait pendant cette période, y compris bien sûr 2023. Ça nous a permis de voir ensemble avec les élus et les habitants eh bien, que nous étions à plus de 80% de réalisation de notre projet de ville que nous avions présenté au début de ce mandat. Donc il y a eu énormément de choses dans le cadre sportif particulièrement, puisqu'on a fait beaucoup d'aménagements de sport libre au niveau de la collectivité. Nous avons également eu beaucoup de réaménagements dans les écoles, puisqu'il y a des écoles qui ont été entièrement refaites et puis réaménagées. On a aussi eu des travaux très importants au niveau des voiries. Mais ce que je pourrais dire, c'est que surtout, on a eu une année qui s'est un petit peu associée aux difficultés qu'on a pu ressentir au niveau du national, puisqu'il y a eu quand même des émeutes assez importantes dans notre ville également. Oui, donc le commissariat a été touché. Exactement, et il y a aussi des petites entreprises qui ont brûlé à Plaisir. Donc on n'a pas eu de bâtiments de la ville, vraiment, d'équipements publics qui ont brûlé, et heureusement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui reste marqué sur cette année 2023, puisque on a été quand même un petit peu tous, les uns et les autres, très étonnés de cette vague très très forte. Alors, moi, j'ai un tempérament plutôt optimiste, et ce que je retiens surtout, c'est que avec la ville des Clés-sous-Bois, on a pu aussi travailler ensemble pour un nouveau projet. Donc oui, ça, c'est quelque chose d'important. En 2023, la police municipale de Plaisir fusionne avec celle des Clés-sous-Bois. Quel premier bilan vous faites de cette mutualisation ? Alors déjà, vous savez, pour monter un syndicat de police, c'était pas rien puisque ça n'existait pas. Et donc avec la préfecture, ça a été toute une nouveauté administrative. Et le fait de le faire aussi rapidement nous a permis de voir qu'il y avait une vraie volonté des deux collectivités. Qu'est-ce qu'on a comme bilan ? C'est que déjà, nous devenons plus attractifs. On a pu former les policiers pour qu'ils soient armés, puisque c'était une attente aussi de la population, d'avoir, je dirais, une police à la fois très présente dans la proximité et dans le quotidien, mais aussi, je dirais, pour avoir beaucoup plus de policiers. Plus de bleu, comme on dit sur le territoire. Moi, ce que j'aime au niveau de la police municipale, c'est justement qu'il y ait une proximité très forte avec la population. Donc, satisfaction des Clésiens qui ont vu réapparaître une police municipale et satisfaction à notre niveau, au niveau de Plaisir, puisque maintenant, nous avons beaucoup plus de policiers. Alors, dans les projets pour l'année 2024, il y a la maison médicale qui devrait accueillir peut-être ces nouveaux patients.
Oui, et nouveaux médecins aussi, j'espère vraiment. Vous savez que depuis 2020, nous avons quand même 32 professionnels de santé qui sont arrivés à Plaisir. Alors, la difficulté, ce sont les médecins généralistes, bien sûr, mais on en a quand même 2 qui sont arrivés. Et cette maison médicale, les travaux commencent là, puisque la démolition de la maison qui est dessus, là, qui est une maison qui était complètement désaffectée, eh bien, va être démolie. Et pendant 18 mois, nous aurons les travaux de cette belle maison médicale. Et bien sûr, les médecins qui actuellement sont à la ruche, qui est provisoire, réintégreront et il y en aura d'autres qui viendront les rejoindre. C'est très attendu et je remercie encore le département des Yvelines qui nous a fortement accompagnés puisque c'est le département qui prend en charge l'intégralité des dépenses qui sont liées à cette maison médicale. Donc des médecins, mais quels seront les autres services à disposition des habitants? Il y aura des médecins, mais aussi des infirmiers, il y aura des kinés, il y aura toute une série de spécialistes. Nous serons à même d'en accueillir beaucoup plus qu'une quinzaine. Donc voilà, actuellement, vous savez, nous avons la chance d'avoir un agent, un équivalent temps plein à Plaisir, qui n'est pas obligatoire, c'est pas dans nos obligations de ville, mais j'ai voulu qu'on ait un agent à plein temps qui s'occupe justement de chercher des médecins et de faire du marketing de notre ville pour essayer d'attirer. Alors je ne veux pas spolier les autres villes, mais en tout cas, si on peut les faire venir à Plaisir, on le fait. Puisque vous savez qu'on les accompagne aussi avec un accompagnement à 10 000 € pour chaque généraliste qui vient s'installer chez nous. Parmi les autres travaux prévus cette année, la rénovation du château, un château qui est d'ailleurs classé monument historique. Qu'est-ce qui est prévu concrètement? Alors déjà, je peux vous dire que pendant 2 ans, plus de 2 ans, il y a eu des études de fait à l'intérieur de ce château. Comme vous venez de le rappeler, c'est un château effectivement qui est protégé. Et donc, nous avons eu toute une série d'experts qui sont venus voir dans quel état il était et qu'est-ce qu'il fallait, bien sûr, rénover à l'intérieur. Il sera refait intégralement, puisque nous devons refaire la toiture, qui n'est plus en état. Nous devons refaire l'intérieur, les murs, la réhabilitation de l'acoustique et du chauffage, qui sera en géothermie. Et effectivement, refaire toutes les façades et plus de 100 fenêtres. Ça va prendre du temps. Oui, et ça va nous coûter relativement cher, hein, puisque ça va coûter plus de 3 millions à la ville, mais c'est une facture de plus de 8 millions et qui est fortement accompagnée par le département, l'État, la région. Donc je les en remercie bien sûr. Très gros chantier qui va permettre pendant 2 ans au conservateur de musique de partir et d'aller dans un autre bâtiment provisoirement, de revenir. Il sera où? Il sera à la Haise, dans le quartier de la Haise, parce que nous avons réhabilité un très gros bâtiment à la Haise qui aujourd'hui accueille des enfants qui sont en attente d'une construction d'une nouvelle école. Et donc il y aura un switch. Ces enfants-là vont partir en septembre au niveau de la nouvelle école. Le conservatoire va intégrer ce bâtiment à la Haise et ensuite ils reviendront dans le château qui sera complètement rénové avec une acoustique adaptée au conservatoire. Et également, la médiathèque va déménager dans une école à Daudet et reviendra, pas du tout dans le château, mais dans un nouveau bâtiment pour le centre-bourg. D'accord. Côté espace vert, là aussi, il y a des travaux, puisqu'il y aura des travaux au niveau du parc des 4 saisons, avec notamment un parcours d'orientation, des jeux pour enfants et des équipements sportifs. Tout à fait. On a travaillé en partenariat avec Saint-Quentin-en-Yvelines, puisque le nord du parc des 4 saisons appartient plutôt, la trame verte appartient à Saint-Quentin. Et nous, on a travaillé sur le reste pour que ça devienne plus familial, plus ouvert aux enfants et aux adolescents également. Ce sont des travaux qui ont pris beaucoup de temps pour démarrer. Ça fait plus de 2-3 ans qu'on attendait. Ça y est, ça démarre. On m'a dit que c'était bon pour... voilà, dans quelques semaines, les travaux commencent également. Il y en a pour 6 à 9 mois. Et alors, dans les autres grands projets de la ville, déjà qui durent depuis plusieurs années, la transformation du Valibou en écoquartier, où est-ce que le dossier en est? Alors, effectivement, vous avez raison, c'est commencé il y a longtemps. On connaît le montant des financements qui sont très importants, hein, qui avoisinent les 75 millions d'euros. Aujourd'hui, on est plutôt dans le démarrage de la construction du groupe scolaire qui va réunir les 3 écoles et le centre de loisirs. Donc ça, c'est un premier travaux. Second travaux, démolition de 2 bâtiments, puisqu'il va y avoir des réaménagements au niveau routier.
alors plutôt voiries, on va dire, parce qu'on dit toujours que c'est une route. Non, ce sont des voiries à l'intérieur du quartier. On travaille avec les commerçants actuellement parce que nous devons refaire l'intégralité du centre commercial. Ça veut dire donc reconstruire des bâtiments avec tout ce qui est commercial en bas d'immeuble et ensuite démolir l'ancien. Et puis également, aujourd'hui, on réfléchit toujours à notre garage solidaire et également au niveau de la jeunesse par rapport à des locaux ouverts aux jeunes. On a déjà ouvert un local qui aujourd'hui est fermé pour diverses raisons et il va être dédoublé, déplacé et on pense le faire assez rapidement. D'accord, donc ça, ce sont les futurs projets à l'horizon 2028. Moi, je dirais que l'intégralité du quartier sera terminée dans les 4-5 ans qui viennent. Donc l'année prochaine, j'espère bien qu'on verra vraiment l'école déjà commencer et on verra déjà des choses bouger autour du centre commercial et surtout de la jeunesse. Pour moi, c'est prioritaire. Alors toujours parmi les grands projets de la ville et au niveau de l'urbanisme, le réaménagement du centre-ville qui devrait s'étendre sur 22 hectares. Quelles sont les grandes orientations de ce projet? Alors c'est un parc habité. On a travaillé, vous savez, le centre-bourg a commencé par la réhabilitation de l'église. Ensuite, on a fait le parc. Ensuite, on a fait la place de l'église. Maintenant, on fait le château. Donc, c'est une vraie trame qui traverse la collectivité. Les prochains travaux, c'est la halle du marché qui va être complètement réhabilitée avec une ouverture sur l'extérieur. La médiathèque, grande médiathèque qui doit être construite le mandat prochain. Et puis également tout le réaménagement du rue qui va devenir une vraie promenade. Et ça va être un parc habité, effectivement, de 22 hectares où à peine 40% de l'espace sera constructible pour pouvoir y mettre des logements, mais plutôt vers le nord, là où effectivement il y a une densité urbaine. Vers le sud, du côté de la halle, ça sera plutôt des espaces verts et un parc avec des jardins familiaux. Et enfin, Joséphine Colmaz-Berger, pour terminer cet entretien, on vous laisse une carte blanche. Vous pouvez aborder le sujet de votre choix. La jeunesse. La jeunesse, parce qu'à Plaisir, nous avons toute une démarche accompagnée par l'État, entre autres, sur la cité éducative, sur la politique de la ville. Et on s'aperçoit que c'est la 3e année que nous avons toute cette dynamique-là. Et je suis en train de travailler avec les services de la ville pour avoir une feuille de route beaucoup plus précise encore de tout cet accompagnement à la jeunesse. Quand je dis jeunesse, c'est toute la jeunesse. La jeunesse qui effectivement présente quelques difficultés, et on peut le constater à certains moments, et la jeunesse qui réussit et qui va bien. Donc on doit valoriser également ceux qui vont bien. On doit valoriser ces jeunes qui font du sport, de la culture ou rien, parce qu'il y a des jeunes qui étudient et à côté, ils n'ont pas de passion particulière. Mais je trouve que nous n'avons pas suffisamment développé peut-être cette feuille de route précise sur la jeunesse. Donc, avec les différents services, le scolaire, la jeunesse, mais également la culture, le sport, on est en train de travailler là-dessus. Donc, les autres projets avancent, ils sont bien enclenchés. Là, c'est un grand enjeu pour 2024. Et donc, je m'y attelle vraiment. Eh bien, merci beaucoup, Joséphine Colmaz-Berger, d'avoir accepté notre invitation. Encore une nouvelle fois, bonne année 2024. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.